Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Sous le fallacieux prétexte que ce dossier s'est déroulé en Algérie au temps de la France coloniale, un criminaliste psychologue dont je tiens à conserver l'anonymat écrivait ceci au moment du procès qui se déroula à Constantine. Le monsieur en question habitait Paris, je dois le préciser. Écoutez bien. En faveur de l'accusé et de la victime, il y a beaucoup mieux à invoquer en matière de circonstances atténuantes. Beaucoup mieux que tout ce qui a pu être dit. Il faut tenir compte du milieu colonial. Or, je ne parle pas seulement du ciel et du soleil, mais surtout de ce bazar colonial où l'on trouve pêle-mêle des immigrants de tout pays avec leur morale et leur immoralité. Ce mélange a pour conséquence le relâchement général des mœurs et l'indulgence de l'opinion. Les colonies amollissent les mœurs en fusionnant les civilisations. Elles ont la spécialité des passions extrêmes. Cette intéressante étude psychologique destinée à planter le décor du drame voulait en réalité faire admettre un principe. On fait plus facilement n'importe quoi sous le soleil colonial. C'est une explication. Le même criminaliste s'empressait d'ajouter d'ailleurs qu'il était incroyablement grave d'avoir confié cette affaire à un jury de 12 colons, n'importe lesquels, précisait-il, incapables bien entendu de saisir le pourquoi du comment. Ce long préambule pour vous convaincre qu'on a tout dit, oui tout, sur Henri Chambige, son amour et sa maîtresse. Sauf peut-être ce qui va suivre. Elle s'appelle Marguerite, elle a 30 ans. Son mari est ingénieur, satisfait de lui, de son métier, d'elle, Marguerite, et des 2 enfants. Satisfait en général, donc. Il y a des gens comme ça que la moindre des choses suffit à satisfaire. Marguerite aussi a l'air satisfait. L'air seulement. Un observateur attentif, très attentif, s'apercevrait qu'en réalité, elle s'ennuie. Oh, pas à en mourir, mais presque. Un ennui bourgeois et bien élevé. Le conformisme. Ce matin de printemps, en se regardant dans la glace, cet ennui a trouvé un dérivatif. La découverte des premiers cheveux blancs a fourni à Marguerite l'occasion d'être agacée pour quelques heures et d'engager avec son mari une courte conversation qui n'a pas été plus loin que le classique « C'est un charme de plus ». La maison de Marguerite est à la sortie de la ville de Constantine, entourée d'eucalyptus et de lauriers roses, petit miracle de fraîcheur blanche et reposante, au bout d'un chemin poussiéreux écrasé par le soleil. Sous la véranda où le café est servi, il y a là le mari, quelques amis et un nouveau venu. Il a 21 ans. Il n'est là qu'en vacances. Plus tard, il pourra dire « C'était la première fois que je voyais Marguerite. Je l'observais avec attention, mais elle ne s'en apercevait même pas. Elle regardait fixement sa cuillère. » Cette histoire de cuillère est importante, voyez-vous. Le nouveau venu n'est pas au courant, pas encore. Mais c'est le premier point sur lequel tout le monde s'accorde. Marguerite, c'est vrai, regardait fixement sa cuillère ce jour-là. Et c'est ce jour-là, justement, que son entourage s'aperçut que Marguerite était un peu étrange. Car cette cuillère n'avait rien d'anormal. Elle était posée là sur la table, dans un rayon de soleil, et elle brillait. C'était une sorte d'éclat intermittent au gré du soleil à travers les branches d'eucalyptus, comme une petite lampe qui s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Le regard de Marguerite était lentement devenu fixe, comme hypnotisé. « Marguerite, tu m'entends ?» Pour la 3e ou 4e fois, le mari répétait une question, sans intérêt d'ailleurs, mais Marguerite ne répondait pas. « Marguerite, tu dors ?» Secouée un peu brutalement, Marguerite a sursauté violemment, battu des paupières et répondu d'une drôle de voix ensommeillée.
Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il? Qui m'appelle? » On a longuement plaisanté en découvrant que Marguerite était si facilement hypnotisable. Puis quelqu'un a voulu tenter une expérience avec un miroir, et Marguerite s'est à nouveau endormie sans difficulté, les yeux grands ouverts, vides de toute expression. La preuve était faite, et le mari, légèrement agacé, il n'aimait pas cette petite faille étrange. Elle ne collait pas avec l'image qu'il se faisait de sa femme, lisse, convenable, belle, sage et sans personnalité. C'est pour cela que l'on oublia très vite l'incident et que personne n'y fit plus allusion du tout jusqu'à la mort de Marguerite. D'ailleurs, Marguerite est encore vivante pour de longs mois, et bien des choses se préparent qui vont enfin troubler son magnifique ennui. Parlons maintenant du nouveau venu. Il se nomme Henri. Le jeune Henri a 21 ans, le front haut, le cheveu dru, planté loin sur les tempes, l'œil creux, sombre et cerné. Il semble porter inscrit sur le front en grosses lettres « Je suis un romantique ». Afin que nul n'en ignore, il affectionne tout particulièrement les promenades au clair de lune et les déclamations poétiques. Il a appris Verlaine, lu Stendhal, assimilé Victor Hugo pêle-mêle au pensionnat. Cela lui donne droit à une certaine personnalité, du moins le croit-il. Il est mal à l'aise dans ce pays de soleil et de clarté, devant ce ciel agressivement bleu. Comment faire pour être tourmenté par cette chaleur? Comment garder sa dignité en chassant les moustiques? De quelle façon attirer l'attention de cette petite société indolente? Vous connaissez maintenant les deux personnages de ce dossier, et je suis sûr que vous pensez, la situation est simple, classique, le jeune ténébreux va tomber amoureux de la femme mariée, ou l'inverse, peu importe. Ah, c'est presque ça. Je dis presque, car rien n'est simple, bien au contraire. Admettons que le jeune Henri tombe réellement amoureux de la belle Marguerite, mais examinons son comportement pour en être sûr. Nous pouvons le faire avec une certaine précision, celle du policier qui l'interrogea à l'époque. « Vous étiez l'ami du mari ?»« Au début, j'étais surtout l'ami du mari, c'est vrai. C'est un homme remarquable. »« En quoi est-il remarquable ?»« Je ne sais pas. Tout simplement peut-être parce qu'il était le mari de Marguerite. »« Donc vous vouliez prendre sa place ?»« Ah non, c'est faux. » Vous dites que vous étiez amoureux de Marguerite, mais que vous ne vouliez pas être à la place de son mari? C'est impossible. Que vouliez-vous alors? Partir avec elle. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti? Il me fallait de l'argent. J'ai trouvé personne pour m'en prêter ce jour-là. Ça ne pouvait pas attendre. À cette question, Henri n'a pas répondu. Est-ce à dire qu'il ne pouvait pas attendre? Non, sûrement pas. Le mari était en voyage, et il avait largement le temps d'organiser leur départ. Et Marguerite, elle, a-t-elle vraiment décidé de partir à la minute de quitter ses enfants, sa maison, son confort? Certains diront oui, car elle s'ennuyait. D'autres diront non, elle était trop raisonnable. Peut-être n'a-t-elle dit ni oui ni non d'ailleurs. Mais le plus important pour l'instant, c'est cette première partie de l'interrogatoire d'Henri. Elle n'est pas convaincante car elle ne donne pas vraiment l'image d'un homme amoureux, mais plutôt d'un petit garçon envieux du jouet de son grand frère et qui voudrait bien le lui voler. Tout au long des questions, on se rend compte, sans ambiguïté possible, que ce jeune exalté de 21 ans s'aime lui-même avant toute chose, qu'il est jaloux du mari de Marguerite, non seulement parce qu'il est le mari, mais parce qu'il a 40 ans, qu'il est sûr de lui et du reste du monde, alors que lui, Henri, est à l'âge des incertitudes et ne possède rien d'autre. Comment faire pour devenir celui qui possède? Voler Marguerite? Ce n'est pas aussi vite fait que c'est décidé, bien entendu. Ce vol va durer de longs mois avant de se réaliser pour aboutir finalement à la mort de Marguerite. Voici la première théorie la plus simple sur le pourquoi de cette mort. Celle d'Henri, bien entendu, bourrée de circonstances atténuantes, celle qui excuse tout. La théorie de la passion. Un très beau poncif dans le genre, soutenu par la défense et notamment par le psychologue de service dont je vous parlais au début de ce dossier. En résumé, c'est le grand amour, exalté par le soleil d'Afrique et le relâchement des mœurs coloniales. Le tout entre guillemets, bien entendu. C'est Henri qui parle. J'étais fasciné par la beauté et la fragilité de cette femme de 30 ans. Au début, nous étions amis,
et je la respectais, mais je me suis vite aperçu qu'elle était terriblement seule et que notre amitié prenait, sans que je le veuille vraiment, une toute autre tournure. Nous nous comprenions sur tout, et nous cherchions les occasions d'être seuls simplement pour parler de choses et d'autres. Nous avons découvert que nous étions amoureux l'un de l'autre, brutalement. Il était trop tard pour revenir en arrière. C'était épouvantable pour elle. Elle ne voulait pas tromper son mari. Et puis, la situation est devenue si intolérable que j'ai voulu partir. Je n'ai pas pu. Elle ne l'aurait pas supporté. C'est elle qui m'a dit « Je préfère mourir plutôt que de me séparer de toi. » Alors nous avons décidé de partir ensemble. Elle abandonnait tout pour moi, son mari, ses enfants, sa famille. Mais il me fallait de l'argent. J'ai cherché à en emprunter toute la journée. J'ai frappé à toutes les portes. Elle voulait absolument tout quitter ce jour-là. Son mari était en voyage pour 48 heures. C'était l'occasion de disparaître sans scène ni complication et de mettre tout le monde devant le fait accompli. Ainsi, il n'y aurait plus de possibilité de revenir en arrière. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai fait le tour de la ville avec un ami. J'ai vu les prêteurs sur gage. Aucun ne m'a fait confiance. Alors, je suis revenu la chercher, j'étais désespéré. C'est là, chers amis, que se place, si j'ose dire, la grande scène du 2. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Voici reconstitué par l'interrogatoire le dialogue entre Marguerite et Henri, quelques heures avant la mort de la jeune femme. J'en respecte l'exagération sentimentale au mot près, car c'est nécessaire. C'est Marguerite qui commence. Je ne supporterai pas la vie sans toi. Je veux mourir. Si tu m'aimes vraiment, c'est toi qui me tueras de ta main. Je veux que tu le jures devant Dieu. L'autre. Si tu meurs, ma vie n'aura plus aucun sens. Je me suiciderai. Moi, je peux mourir. Je n'ai rien d'autre que toi. Tu dois vivre pour tes enfants. Marguerite. Alors, nous mourrons ensemble. Mais je veux être la première. J'ai confiance en toi. Je sais que tu le feras. Cette sorte de surenchère passionnée peut paraître risible. Je veux mourir, non, c'est moi qui veux mourir, alors moi d'abord, etc., etc. Risible, mais très plausible après tout, si l'on admet qu'Henri se prend pour Julien Sorel et que Marguerite veut bien lui donner la réplique en préférant la mort à l'ennui confortable. Bref, cette grande scène du 2 est immédiatement suivie, toujours d'après Henri, par la grande scène du 3, la meilleure et la plus spectaculaire. Sur le perron de la maison, les deux amoureux décident d'aller mourir la main dans la main. À côté d'eux, les enfants jouent, la belle-mère tricote, les domestiques s'activent, et personne ne s'en aperçoit. Ils montent en voiture, la voiture du mari, et demandent au chauffeur, le chauffeur du mari, de les conduire à la maison où habite Henri, à quelques kilomètres de Constantine. Le chauffeur non plus ne les trouve pas bizarres, et les conduit en quelques minutes à la villa isolée, dernier décor de cette pièce lyrique. Il gare la voiture devant le portail, et on lui dit d'attendre. Il attend. 1 heure passe. Le propriétaire de la maison, un ami d'Henri, rentre chez lui. Il est 5 heures du soir. Le chauffeur, devant la porte, lui explique la situation un peu gêné. En homme simple qu'il est, il dit ce qu'il a compris. « Monsieur est avec madame. Ils ont dit de ne pas les déranger. Monsieur Henri demande que vous l'attendiez dehors. » Oublions vite ce témoignage un peu trop terre-à-terre, qui pourrait faire basculer le drame en vaudeville, et retrouvons les déclarations d'Henri et leur lyrisme. Marguerite voulait être ma maîtresse pour la première et dernière fois avant de mourir. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai pris mon revolver. Elle a guidé ma main. J'ai tiré. J'ai tiré 2 fois sur elle. Elle n'a pas souffert. Ensuite, j'ai retourné l'arme contre moi. Bien entendu, puisqu'il s'agit de la déclaration d'Henri lui-même, vous vous doutez bien qu'il n'est pas mort. C'est entre le 2e et le 3e coup de feu, c'est-à-dire entre la mort de Marguerite et la tentative de suicide d'Henri, que les 2 témoins les plus proches, le chauffeur et le propriétaire de la maison, se précipitèrent dans la chambre. C'est ainsi qu'ils trouvèrent Marguerite nue, sur un lit défait avec 2 balles dans la tête, et Henri, à côté d'elle, l'arme à la main, ensanglanté, mais nullement mort, bien au contraire. L'image vivante du suicidé qui vient de se rater. Bien qu'assez gravement blessé, Henri avait toute sa conscience, et se lança immédiatement dans un flot d'explications d'une clarté douteuse, d'où il ressortait qu'il avait tout raté, que sa vie était fichue, etc., etc. Il faut noter qu'à ce moment-là, la surprise des témoins est immense,
car, je le rappelle, rien, absolument rien, dans l'attitude d'Henri et de Marguerite les jours précédents n'avait pu laisser supposer un pareil drame. Bien plus, personne ne s'était aperçu de ce grand amour, de cette passion dévorante. Et nous pouvons presque dire que, lors de sa première confrontation avec la police, Henri bénéficiait de l'effet de surprise. En effet, comment mettre en doute une seule seconde le drame passionnel? Nul ne songea sur le moment à trouver bizarre que Marguerite, une femme réputée pour sa pruderie, se soit laissée aller à mourir complètement nue dans une maison isolée. Nul ne songea à trouver bizarre que les deux amants se soient fait conduire dans cette maison isolée en voiture, celle du mari, par un témoin, le chauffeur du mari. Bref, dans un premier temps, tout le monde voulut bien croire à l'histoire d'amour tragique. On s'emballa même tellement que l'on fit bientôt du survivant la pauvre victime d'une passion incontrôlable. C'est là que journalistes et psychologues, tous criminalistes distingués, s'évertuèrent à définir la personnalité d'Henri et par la même occasion à découvrir dans cette personnalité un monceau de circonstances atténuantes. On alla jusqu'à mettre en cause la littérature romantique de l'époque, la fin du XIXe siècle, et les romanciers en les accusant de nourrir la jeunesse d'idées folles, en quelque sorte à les pousser au meurtre passionnel et au suicide. Au moment du procès d'Henri, les choses étaient si bien emmêlées et le cas du jeune homme si clair dans l'esprit de tous ces messieurs que les faits mêmes et les circonstances du drame n'avaient plus aucune importance. Il était acquis une fois pour toutes que ce jeune homme, sur le banc des accusés, avait tué sa maîtresse par amour et sur sa demande, et que seule la malchance avait voulu qu'il ne soit pas mort aussi. On attendait donc un acquittement pur et simple, en se réjouissant d'avance du grand débat qui devait le précéder. Un homme a-t-il le droit de tuer une femme qui le lui demande? Mais on avait complètement oublié une chose, le jury. 12 hommes pris au hasard, des gens de la terre, peu réceptifs aux idées littéraires, dont le bon sens et la logique ne pouvaient pas se satisfaire d'un mobile aussi vague. Leur incertitude à ce sujet se traduisit par une condamnation de principe, 7 ans de réclusion criminelle, et ce verdict, qui n'en était pas un, reflétait plus le doute que la clémence. Il fit sursauter le monde lettré et philosophique, qui décida à l'unanimité que le jury n'avait pas eu assez de finesse, je cite, pour peser les tourments d'une âme aussi passionnée que celle d'Henri. Voici maintenant la théorie d'un journaliste belge qui étudia le dossier et releva notamment certaines failles dans les déclarations d'Henri et celles des témoins. Il apparaît en effet invraisemblable que personne, absolument personne, ni le mari, ni la famille, ni les amis, ni les domestiques, ne se soit aperçu que Marguerite et Henri s'aimaient à ce point. C'est vrai qu'il est difficile, dans une petite société aussi fermée à Constantine, en Algérie, à la fin du siècle dernier, de cacher à tout le monde une passion aussi énorme. Et il eût été logique que quelqu'un, au moins, se soit aperçu d'un coup d'œil un peu prolongé, d'une attitude légèrement équivoque. D'autre part, il est impossible qu'Henri et Marguerite soient tombés amoureux l'un de l'autre brusquement, un beau matin, en décidant de mourir de désespoir le soir même. Donc, d'après ce journaliste belge, il nous faudrait complètement oublier les révélations d'Henri, c'est facile puisque personne d'autre que lui ne les a confirmées, et reprendre tout depuis le début à zéro. La première fois qu'Henri rencontre Marguerite, souvenez-vous, elle regarde fixement une petite cuillère et semble hypnotisée par la tache de soleil qui s'y reflète. Son entourage s'aperçoit d'autre part que si l'on tente une expérience d'hypnose sur Marguerite, elle s'endort immédiatement. Mais l'expérience s'arrête, car plus personne n'en parle sauf au moment du procès un membre de la famille qui raconte l'incident sans lui donner d'importance et s'en sert simplement pour mettre en évidence l'état nerveux de la jeune femme. Si l'on examine un peu plus en détail le personnage d'Henri en se fiant aux descriptions de l'époque, on peut relever 2 détails essentiels. Il a des yeux étranges et un regard d'une fixité insoutenable. Il a aussi une voix dont on dit qu'elle est particulièrement rauque et persuasive. Nous nous trouvons donc en présence d'un hypnotiseur possible et d'un sujet idéal. D'après notre journaliste belge, Henri n'est pas tombé amoureux de Marguerite, mais voulait simplement en faire sa maîtresse. Or, c'était impossible par les voies normales de la séduction, car Marguerite était une femme fidèle, prude et d'une moralité exemplaire. Tout ceci permet à notre journaliste d'écrire « Il n'y a rien de plus facile que d'abuser d'une femme mariée hypnotisable, surtout si elle aime son mari. Il suffit de lui faire croire qu'on est le mari. »
Cette hypothèse audacieuse est assortie logiquement d'après son auteur d'une preuve. En effet, Marguerite s'était déshabillée méticuleusement, on a retrouvé ses vêtements soigneusement pliés sur un fauteuil, et quand on l'a trouvée morte, son visage était curieusement calme, détendu et souriant. On peut donc imaginer que les choses se sont déroulées de la façon suivante. Henri est venu rendre visite officiellement à Marguerite, qu'il a accueillie sans méfiance, en ami, sous un prétexte quelconque, peut-être même en l'hypnotisant déjà. Il l'a entraînée dans cette maison isolée, l'a hypnotisée cette fois-ci complètement. Marguerite s'est endormie, persuadée que l'homme qui lui parlait était son mari. Ce qui explique évidemment qu'elle n'ait opposé aucune résistance à des avances qu'elle aurait violemment repoussées en d'autres circonstances. Mais, me direz-vous, cela n'explique pas qu'Henri l'ait tuée pour autant. Effectivement, cette comédie aurait pu se renouveler sans que personne, pas même Marguerite, ne s'en souvienne. Et c'est là que la théorie de notre journaliste belge rejoint les autres, à savoir qu'Henri était quand même un exalté romantique à l'excès. Et il faudrait donc admettre qu'il aurait organisé toute cette mise en scène dramatique dans le but unique d'en être le héros aux yeux du monde. Malheureusement, on ne commença vraiment à étudier le dossier qu'une fois le procès terminé, et, sauf cas extrême, on ne revient pas sur la chose jugée. De toute façon, on ricana bien sûr à la seule évocation d'un meurtre sous hypnose, de même que l'entourage de Marguerite n'avait admis sa faute que dans la mesure où elle en était morte, de même on repoussa avec horreur l'idée qu'une chrétienne comme elle ait pu se laisser prendre à la sorcellerie. Et pourtant, conclut notre journaliste belge, à y bien réfléchir. Amour ou hypnose? Or, finalement, c'est la même chose. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Jeudi 9 novembre 1933. Sur la route de Lyon à Saint-Étienne, où il n'y a pas beaucoup de circulation. Une automobile toutes les 10 minutes pendant la journée, quelques camions. La nuit, plus rien, ou presque. Quand les phares balaient le paysage, les habitants de la région, s'ils ne sont pas encore endormis, regardent le spectacle. Ils suivent des yeux le pinceau lumineux qui s'accroche aux arbres dans les tournants, bute sur les murs des maisons noircies de charbon, se perd dans les champs sur les collines. Oui, à cette époque, en 1933, une voiture qui passe la nuit est un spectacle. On peut trouver des gens qui l'ont vue remarquer et diront à peu près à quelle heure elle est passée. Entre Lyon et Saint-Étienne, il y a quelques petites villes, des agglomérations autour des mines, des cités ouvrières, des fabriques, et même déjà des usines, attirées par la présence du charbon. Il y a aussi de nombreuses maisons isolées. L'habitat est dispersé. Près de Terre Noire, l'une de ces maisons est tristement célèbre. C'est une maison carrée, couverte de tuiles rondes méditerranéennes, située au croisement de la route et d'un chemin qui, 100 mètres plus loin, passe sous le chemin de fer. On la reconnaît facilement en raison de sa situation particulière, mais surtout parce qu'elle est rouge. Un rouge sale, usé par le temps. Fantaisie d'un maçon à coquiner avec le diable, car, depuis qu'il la colorait ainsi, se produisait alentour une suite de crimes étranges. Des crimes perpétrés toujours dans des circonstances inexplicables et dont on ne retrouvait jamais les auteurs.
Oui, toujours. Jamais. C'est la devise du diable inscrite sur l'horloge de l'enfer, dont les aiguilles arrêtées sur minuit sont fixées pour l'éternité. Au petit matin, un paysan ramassait des champignons près de la Maison Rouge. Il traverse la route de Lyon-Saint-Étienne, un peu en surplomb à cet endroit, descend le talus. Il s'arrête horrifié, le cadavre d'une femme est étendu là, à même le sol. C'est une femme d'un certain âge, les cheveux gris, vêtue simplement, portant un imperméable noir. Son chapeau, ses souliers gisent un peu plus loin, ainsi qu'un mouchoir. Le paysan court prévenir les gendarmes. Encore un accident, décrète le brigadier. Déjà, le mois précédent, un homme avait été renversé là par un autocar, et au même endroit. C'est pas croyable. N'empêche, on ramasse la pauvre femme, sûr et certain qu'une voiture l'a projetée là où on l'a trouvée, et on l'emmène à Saint-Étienne. Le juge reprochera plus tard au brigadier de ne pas avoir laissé le temps à la police de venir enquêter sur place, examiner la position du corps, des objets, le chapeau, les souliers, le mouchoir. Et son sac à main, au fait? On n'a pas retrouvé de sac à main. Alors on lui a volé. Ce n'est peut-être pas un accident. Elle n'avait aucun papier sur elle, monsieur le juge. Vous voyez bien? C'est un crime camouflé en accident. À moins que le chauffard qui a causé l'accident ait pris peur. Et alors, il aurait camouflé l'accident en crime. Décidément, la Maison Rouge et sa mauvaise réputation tournent les têtes. Ce sont les médecins légistes qui autopsient le cadavre qui diront ce qui est arrivé. La mort a été provoquée par un écrasement du foie. 7 côtes ont été brisées. Il peut donc s'agir d'un choc causé par une voiture. Tout à fait. Un accident, par conséquent. Ce n'est pas sûr. Nous avons trouvé autre chose. Des traces aux 2 poignets, comme si la victime avait été ligotée. La Tribune de Saint-Étienne publie le fait divers. Or, depuis 4 jours, le banc d'une marchande de lingerie au marché des Ursules est resté vide. Celui de la mère Marie Moulin. Les forains, les voisins s'en inquiètent. La Marie a une santé de fer, courageuse, elle ne manque jamais un jour de marché. L'un d'eux opère le rapprochement avec le fait divers paru dans le journal. Et si c'était elle? D'après le signalement, ça se peut. Penses-tu? N'avait rien affiché à Terre-Noire, à la Maison Rouge. Tu sais où elle habite? Elle est peut-être malade. On ferait bien d'aller voir. À l'appartement de Marie Moulin, personne. Par contre, à la morgue, les 2 forains qui se présentent sont bien obligés de la reconnaître. La Maison Rouge connaît un mystère de plus. Un mystère bien dans la tradition maléfique. Une femme qui n'avait aucune raison de se trouver là, qui n'était jamais venue là, y est trouvée morte. Si elle n'a pas été renversée par une voiture, que lui est-il arrivé? Pourquoi sur la route de Lyon à Saint-Étienne? Ce n'est pas un lieu de promenade pour une marchande foraine. Marie Moulin n'est pas une touriste curieuse de visiter les lieux maudits, une admiratrice de Ravachol, l'anarchiste du coin de Saint-Chamond. Elle se livre à son petit commerce quotidien en ville et va boire de temps en temps un coup de rouge au bistrot avec ses collègues du marché des Ursules. On se demande bien qui aurait pu lui ligoter les mains et dans quelle intention. Tout cela paraît absolument incroyable, autant à ses amis qu'aux enquêteurs. L'événement, dans sa première phase, est exactement conforme aux autres événements qui se sont produits près de la Maison Rouge, des circonstances toujours inexplicables. La seconde phase sera-t-elle également conforme? On ne trouve jamais le criminel, à condition qu'il s'agisse d'un crime. À Saint-Étienne, c'est le juge Martin qui est chargé de l'affaire. Il reçoit un coup de téléphone du chef de la sûreté lyonnaise, M. Sarbach. « Dites donc, j'ai lu le nom de Marie Moulin dans les journaux. C'est un nom qui me dit quelque chose. Vous la connaissiez? Non. Non, mais j'ai dû l'interroger il y a 5 ans.
Il faut que je ressorte le dossier Audoyer. Elle a été mêlée au meurtre de Madame Audoyer? Je n'en suis pas sûr. Elle a dû être entendue comme témoin. Demandez-moi officiellement communication du dossier. D'ici là, je regarde ce qu'il y a dedans. Comme ça, nous ne perdrons pas de temps. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Où est-ce que vous en êtes? Nulle part. Il n'y a pas le moindre indice. 5 ans auparavant, à Saint-Péray, les eaux du Rhône ont rejeté le corps d'une noyée, Madame Audoyer, la femme d'un clerc de notaire de Lyon. Avant sa disparition, 2 mois plus tôt, une inconnue s'était présentée à son domicile. Son mari, prétendait-elle, venait d'être blessé dans un accident d'auto. Il fallait qu'elle vienne tout de suite. Évidemment, Madame Audoyer suivit l'inconnue. Personne ne la revit plus vivante. Aucun accident n'avait eu lieu. En ouvrant ce vieux dossier, le chef de la sûreté lyonnaise, M. Sarbach, y découvre 2 choses très intéressantes. D'abord, on a soupçonné Marie Moulin d'être cette messagère de la mort, venue chez Madame Audoyer afin de l'attirer dans un guet-apens. Mais voici sa déclaration. « Je reconnais être en relation avec M. Bonnet et son amie Madame Denusière. Je n'ignore pas que M. Bonnet avait des démêlés d'intérêt avec M. Audoyer. Je n'ignore pas non plus que certains soupçons se sont portés sur M. Bonnet depuis la mort de Madame Audoyer. J'ai même écrit à M. Bonnet à ce sujet. Mais je proteste avec énergie contre l'accusation portée contre moi. À aucun moment, je ne me suis présenté au domicile de Madame Audoyer. » Déclaration qui a dû paraître exacte puisque Marie Moulin n'a pas été inquiétée davantage. Mais déclaration qui révèle le second point intéressant, et celui-ci indiscutable. Les relations de Marie Moulin et de l'avocat marron Bonnet. Second coup de téléphone entre Lyon et Saint-Étienne entre M. Sarbach et le juge Martin. Il faut retrouver Bonnet tout de suite. Vous en avez de bonnes, il avait un domicile. Je vous envoie par télégramme un mandat d'amener. Très bien, nous allons faire l'impossible, mais vous savez, c'est un malin. Il a des relations. Qu'est-ce que ça peut me faire? Des relations au ministère. Alors ça m'est bien égal. J'ai l'intuition que nous sommes sur la bonne voie. La brigade mobile se met en chasse. Partout où l'avocat Bonnet, on l'appelle toujours maître, bien qu'il ne plaide plus depuis longtemps, partout donc où ce brillant juriste exerce ses talents, surtout quand il s'agit d'affaires louches. Le commissaire Barneau le rencontre à Grenoble dans la rue. Ah ben ça tombe bien, j'avais quelques renseignements à vous demander. Pour qui me prenez-vous, commissaire? Je n'ai pas de renseignements à donner à la police, excusez-moi, mais chez moi c'est un principe. Et Bonnet donne un coup de chapeau au commissaire, un chapeau melon, il s'éloigne en souriant. Sa moustache, sa barbe sont fraîchement taillées, il est vêtu d'un complet sobre, d'une chemise blanche, avec une cravate noire, l'allure d'un bourgeois qui, à Grenoble, n'apprécie pas Stendhal. Le commissaire le rattrape. « Mais je vous demande pardon, monsieur, d'insister, mais c'est que j'ai un mandat d'amener. » « Un mandat? Ah, alors c'est différent. À propos de quelle affaire? » Marie Moulin. Bonnet hausse les épaules. La pauvre femme. Et vous croyez que cela me concerne? Enfin, ce sera au juge de le prouver. Je vous suis, commissaire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Marie Moulin, marchande foraine, a quitté Saint-Étienne le dimanche 5 novembre 1933. Personne ne sait où elle va. Le jeudi 9 novembre, elle est retrouvée morte sur la route de Lyon, près de la Maison Rouge. Quel est l'emploi du temps de Bonnet pendant ces 4 jours? Quelle relation entretenait-il avec la victime? Un duel à la fois sévère et burlesque commence entre le juge Martin et celui qu'il suspecte d'être, sinon le criminel, du moins l'instigateur du crime. Car pour le juge Martin, c'est un crime. Pour Bonnet, ce n'est qu'un accident, un banal accident de la circulation. Le juge accumule les recherches, les documents, les recoupements. Bonnet ironise et attend qu'on l'accuse de quelque chose de précis. Qu'a trouvé le juge? Marie Moulin était en affaire avec Bonnet et un certain monsieur R, grossiste, qui fournissait de la marchandise aux forains. Marie Moulin avait choisi Bonnet comme son conseiller financier. Il était aussi, et par testament, son légataire universel. Quelques jours avant le crime, un télégramme de Bonnet donnait rendez-vous à Marie Moulin, brasserie Kléber à Lyon. Dans la nuit du 7 au 8 novembre, un chauffeur d'autocar a vu une voiture arrêtée tout feu éteint près de la Maison Rouge.
Le directeur de l'école de Vinay, un village près de Grenoble, où Bonnet possède une villa, a vu le dimanche 5 novembre au soir rentrer en voiture l'ancien avocat. Il était accompagné d'une femme aux cheveux gris qui n'était pas sa femme, ou plus exactement pas sa maîtresse, puisqu'il n'est pas marié. 2 habitantes du village ont remarqué, elles aussi, une inconnue aux cheveux gris qui se promenait dans le jardin de la villa le lundi ou le mardi. Marie Moulin avait les cheveux gris. Était-ce elle? Le juge en est persuadé. Bien sûr, c'était elle. Elle était venue voir Bonnet chez lui, à Vinay. Mais voyons, c'est évident. Il faut perquisitionner dans la villa et tout de suite. La perquisition a lieu. Qu'est-ce qu'on trouve? Une cordelette qui a pu servir à ligoter Marie Moulin, des papiers récents appartenant à Marie Moulin, enfin, des cheveux gris sur la banquette arrière de la voiture de Bonnet. Mais le laboratoire ne sera pas capable d'identifier avec certitude ces cheveux. Ma voiture était en réparation au garage, mais demandez au garagiste. Ah, c'est vrai. Monsieur Bonnet m'a apporté sa voiture le 7. Je la lui ai rendue le 8 dans la journée. Alors, il a pu s'en servir dans la nuit du 8 au 9. Oui, mais c'est dans la nuit du 7 au 8 que votre chauffeur d'autocar a soi-disant vu une voiture arrêtée près de la Maison Rouge. Alors mettez-vous d'accord. Le juge a décidé de confronter les témoins avec l'accusé. Répondez quand on vous parle, parlez plus fort. On n'entend pas un mot de ce que vous dites. J'ai une extinction de voix. Je suis aphone. Ce qui n'empêche pas l'accusé de dire clairement dès que le juge furieux est sorti, ils ne m'auront jamais. La confrontation reprend le lendemain. Bonnet ne vient pas. Il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est purgé. Il est à l'infirmerie. Le médecin l'a reconnu malade? Oui. Il se moque de nous. Il n'est pas malade au point de ne pas pouvoir écrire. Puisqu'il ne peut pas parler ni se déplacer, qu'il écrive ce qu'il a à dire. Alors Bonnet écrit. D'abord, monsieur le juge Martin a-t-il vraiment le droit d'instruire l'affaire? Ne sait-il pas que la compétence d'un juge d'instruction est déterminée soit par le lieu de l'arrestation, soit par la résidence des inculpés, soit par le lieu du crime? Lieu de l'arrestation, Grenoble. Lieu de résidence, Vinay. Lieu du crime, encore inconnu, puisqu'on estime que Marie Moulin n'a pas été tuée près de la Maison Rouge, mais que son cadavre a été apporté là. Comment prouvez-vous que je suis venu de Vinay à la Maison Rouge? Les propos tenus au garagiste? Les aurais-je tenus si j'avais eu à faire le voyage que vous supposez? Puisque vous n'avez pu fixer d'une façon irréfutable l'endroit du crime. Il reste la résidence ou le lieu de l'arrestation. Ni l'un ni l'autre ne sont du ressort juridique de Saint-Étienne. Voilà pour la compétence. Reste l'assassinat de Marie Moulin dont vous me rendez responsable. D'autres que moi n'avaient-ils pas intérêt à la faire disparaître, cette femme? Oubliez-vous qu'elle prêtait à la petite semaine? Quel intérêt aurais-je eu, quant à moi, à supprimer une femme dont je soutirais, dites-vous, des sommes importantes? On n'a pas retrouvé le sac à main de Marie Moulin. Les documents que l'on dit provenir de ce sac n'auraient pas pu y trouver place. J'attends donc qu'on me prouve que les pièces trouvées à Vinay proviennent du sac à main de Marie Moulin, qu'on me démontre pourquoi et comment Marie Moulin a été tuée à Vinay puis portée à la Maison Rouge. Je demande ma mise en liberté provisoire. Refusé. Je fais appel. Le temps passe. Le procès a lieu en novembre 1934 devant les assises de la Loire. Bonnet plastronne, fait le malin. Pardon, monsieur le président, je vous arrête. Vous n'en avez pas le droit. Chacun son tour. On rit. Messieurs les jurés, je vous vois sourire. Or, en France, le rire désarme. L'accusation lui reproche un faux. Brandit le papier. Moi? Avoir écrit ça? Je ne me serais jamais exprimé dans un aussi mauvais français. On en arrive tout de même à des choses plus sérieuses. Marie Moulin aurait été étranglée. C'est seulement ensuite qu'on lui aurait défoncé le foie pour faire croire à un accident d'auto. Bonnet propose de publier une annonce dans les journaux et d'offrir une prime à qui retrouverait le larynx de Marie Moulin disparu, selon lui, entre la première et la deuxième autopsie. Il est vrai que la première autopsie n'avait conclu à aucune trace visible sur le cou de la victime. Bonnet, patiemment, intelligemment, détourne sans cesse le débat. Moi? Avoir tué Marie? Mais c'est comme si j'avais tué ma propre mère. Il va falloir juger sur les présomptions graves, mais sans preuve. La tradition de la Terre Noire reste intouchable à Maison Rouge, ne révèle jamais
le nom des criminels. Bonnet est tout de même condamné à 8 ans de travaux forcés. Il a les larmes aux yeux. « Merci, messieurs, d'avoir condamné un innocent !» 28 années s'écoulent. Nous sommes en 1962, Bonnet a fini de purger sa peine depuis longtemps. Il a 78 ans. Si je voulais faire le portrait robot du diable, je prendrais Bonnet pour modèle. C'est le procureur de la République de Besançon qui vient de prononcer cette phrase. Le bâtonnier Fèvre d'Arcier lui rétorque aussitôt « Pourquoi s'acharner sur un homme dont l'ultime ambition à l'automne de sa vie est de prouver son innocence ?» Oui, Bonnet est à nouveau devant un tribunal. Il a toujours cherché à obtenir sa réhabilitation, et voilà que pour y parvenir, on l'accuse d'avoir suborné un témoin. On le compare au diable. Quand je vous disais au début de ce récit que le diable rôdait autour de la Maison Rouge, un peu comme si elle était la sienne, comme si c'était lui qui distribuait les rôles des victimes et des assassins. Bonnet, jugé il y a 28 ans par les assises de la Loire en tant qu'assassin, est-il maintenant devant le tribunal de première instance de Besançon une victime? Voilà ce qui s'est passé selon Bonnet. En 1945, 4 ans après sa libération, l'ancien avocat présente une première requête en révision de son procès. Le fait nouveau, il en a trouvé un. Si je n'ai pas pu, à l'époque, fournir la preuve que j'avais passé la nuit chez moi quand Marie Moulin fut découverte morte à la Maison Rouge, c'est que j'hébergeais un hôte venu me consulter et dont je ne pouvais révéler l'identité sous peine de provoquer un scandale. J'étais tenu par le secret professionnel. La chancellerie ne trouve pas grand-chose de neuf dans cette déclaration et rejette la requête. 10 ans plus tard, en 1955, la sœur de Bonnet, qui vient de perdre son mari, Madame Pasqualini, montre à son frère une lettre reçue en 1937. Son auteur dit connaître le vrai coupable, un chauffeur de camion, Lacoste, qui aurait renversé Marie Moulin sur la route. Mais pourquoi me montres-tu cette lettre maintenant seulement? Tu sais bien que mon mari te détestait, j'ai retrouvé ça dans ses papiers. Il ne m'en avait jamais parlé. Mais il faut retrouver tout de suite le type qui a écrit la lettre et ce chauffeur. Pas facile. Bonnet s'adresse à un détective privé. L'auteur de la lettre, un certain Labat, est mort. Quant au chauffeur, il y a beaucoup de Lacoste en France. Enfin, au bout de 3 ans de recherche, le détective en trouve un. Mais est-ce vraiment le bon? C'est un ancien repris de justice, condamné pour atteinte aux mœurs, qui, curieux hasard, a été détenu dans la même prison que Bonnet, mais pas en même temps. Bonnet lui promet de l'argent et l'emmène chez un notaire pour enregistrer sa déclaration et obtenir grâce à elle enfin une révision de son procès. Lacoste avoue par écrit avoir renversé Marie Moulin avec son camion, puis s'inquiète et refuse que le notaire donne une copie à Bonnet. Bonnet, qui connaît le code par cœur, obtient d'un tribunal un jugement ordonnant au notaire de remettre une copie à la chancellerie. Cette fois, ça y est, la révision est sans doute la réhabilitation. L'enquête reprend. Lacoste se rétracte. Il a menti pour de l'argent. 2 millions que lui a proposé Bonnet. Et c'est Bonnet qui est accusé d'avoir voulu acheter un faux témoin. Il est vrai qu'une lettre écrite en 1937, c'est bien loin. Et par quelqu'un qui est mort, c'est bien pratique. Mettant en cause un repris de justice, c'est bien facile. Même si tout ça a demandé plusieurs années d'efforts. L'accusation dira « te combine ». À l'audience, quand les avocats sortent de leur dossier la déclaration faite devant notaire par Lacoste, celui-ci paraît embarrassé. « J'ai jamais écrit ça. D'abord, je sais pas écrire. »« Ben voyons, dit Bonnet. C'est moi qui l'ai écrite. » Une fois de plus, il est impossible d'établir une preuve, qu'elle soit en faveur ou en défaveur de Bonnet. Celui-ci a beau avoir vieilli, son personnage n'a pas changé. Le tribunal est persuadé que coupable ou non coupable, dans cette affaire comme dans la précédente, c'est lui, l'ancien avocat procédurier, le retors, le combinard, qui a tout manigancé. Il est condamné à 2 ans de prison.
La Maison Rouge n'a pas livré son secret. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.